Chapitre 3 de Monsieur de Bourgrelon par Paul Duval, pseudonyme Jean Laurin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Hypothétique luxure. Le vestiaire du souvenir. C'était dans une enfilade de salles éclairées par de hautes fenêtres, des vitrines et des vitrines rangées le long des murs, de vastes armoires de verre pareilles à des blocs de glace où les modes des siècles défunts seraient apparus figées. Touchantes boîtes à conserve d'élégance surannée, c'étaient les salles dites du costume, celles-là même où la méticuleuse Hollande garde et détienne à l'abri de la poussière et de ses humidités la défroque galante, robes, habits et parures des règnes précédents. Et c'était à côté des longs peignoirs à plis imités de watteau, des scènes champêtres de pater, les gros de tours, brochés de lys d'argent sur fond vin de Bordeaux, des robes à paniers, les délicats pékins à raies à côté des nattes de soie, brocarts feuillages de vert myrte, et les satins lustrés, comme rigolés de givre, avec des astragales et des lacs d'amour, des guirlandes d'œillets et des corbeilles fleuries rattachées dans l'étoffe par des nœuds de ruban. C'était bouffant encore à la place des seins, plaquant à la place des ventres, l'énigme irritante des corsages et des jupes, et c'étaient les lampes bossuées de gros bouquets de roses rouges sur fond d'or, des étoffes fastueuses et lourdes qu'on devinait avoir été jadis portées par des femmes de gros banquiers et de riches marchands, toute la folie de l'or des comptoirs d'Amsterdam, tout le luxe écrasant de la Compagnie des Indes, la massive opulence des insolents bénéfices des tailleries de diamants, vision d'énormes gorges à la Jordaens et de hanches de Maritornes dans des satins truités, écaillés, damasquinés comme des armures, semés de grenades à l'écorce entr'ouverte et de longs ananas. Puis, c'était, à côté des verts résédas pâlissant jusqu'au soufre, les roses saumons, fleurs de pêcher, encore atténuées par la brume des gazes et des linons, toute la mélancolie d'agonie du XVIIIe siècle finissant, tendre bleu de lin et lilas douloureux, nuances comme poudrées en même temps que lavées par les larmes, bergeries de Trianon émaigrées en ces froides Hollandes, rêvasseries sentimentales de Jean-Jacques exilés avec la noblesse de Versailles à la cour des princes d'Orange, touches discrètes et parfumées de l'élégance française réfugiée en ce pays pendant la Révolution. Enfin, c'était à côté de la parure des femmes les habits des hommes, habits Louis XV, vestes d'appartement en reins graves de cour brodées et rebrodées, fleuries comme des parterres, longs gilets de nuances changeantes étoiles de strass, miroitant de paillettes avec autour des poches la guirlande obligée de narcisses et d'œillets, et des velours frappés bleu de roi et vert mythe, et juste au corps de berger héroïque, zinzolin et vert céladon, évoquant la vision de torses longs et minces de danseurs de ballet et des Phèbes guerriers, tous les plaisirs de l'île enchantée, les têtes mythologiques de Versailles et les bals masqués sur les étangs gelés des parcs de la Haye. Et à mesure que nous avancions, lents et recueillis, le long de ces vitrines pareilles à des sarcophages, une infinie tristesse, une tendresse apitoyée nous pénétrait, lassante et reposante à la fois,
et les membres comme dénoués, nous voguions de ci, de là, hors du siècle, non plus comme dans un musée, mais comme dans une chambre de malade, craignant presque d'éveiller des âmes dans les oripeaux exposés sous nos yeux. Le boudoir des mortes. Monsieur de Boucourlon avait dit le mot juste. C'était un boudoir funèbre, pieux et coquet, troublant comme une alcôve, mais froid comme une sacristie dont le vieux fantoche nous faisait les honneurs. Instinctivement, nous avions fait silence. Trop de fantômes nous escortaient, l'atmosphère en était peuplée. Il y en avait d'embusqués à tous les coins. Nous étions maintenant devant les coiffures extravagantes, monumentales, hardies comme des défis, imprévues comme des caprices de la fin du règne de Louis XVI, feutres empanachées, retroussées en coups de vent sur l'édifice des cheveux relevés en racines droites, colossale couronne de roses foisonnantes autour de la calotte d'un gigantesque chapeau lamballe, profonde capeline de linon et de soie où le visage de la femme apparaissait si délicieusement affiné dans le recul d'une niche auréolée de fleurs. Alors monsieur de Bougrelon, qui jusqu'ici s'était tu, l'enchantement des modes surannées, le charme douloureux des vivantes choses anciennes, messieurs, le sentez-vous comme moi? Oui, car je vous vois pâle d'une émotion puissante, puisqu'elle est silencieuse. Vous ai-je trompé quand je vous ai dit « Préparez-vous à la souffrance ». Les adorables mortes dont ces quelques parures vous imposent la vision, n'en subissez-vous pas ici plus réellement la présence que devant le vernis ou l'embut d'un portrait? Ah, le sortilège des étoffes fanées, les langueurs patriciennes de toutes ces orfèvreries de soie et de satin. S'il règne ici une atmosphère d'église, car n'y éprouvez-vous pas le respect d'un lieu saint? C'est qu'il y flotte invisible et palpable l'âme impérieuse de vieilles aristocraties. Quelle grâce autoritaire, quelle fierté dans les plis de ses robes, quelle élégance innée dans ses paniers bouffants, quelle belle audace dans le ridicule même de ses coiffures. C'est toute une société disparue que je retrouve là, car je l'ai connue, moi. Je suis ici chez moi, un boudoir de mortes, en vérité, mais de mortes vivantes, car je sais les mots qui donnent des corps à ces guenilles, je sais les mots d'amour et de caresses qui rallument ici sourires et regards, car ces mortes reviennent, oui, messieurs, ces mortes reviennent parce que je les aime, et m'obéissent parce qu'elles le savent, car l'amour seul ressuscite les morts. Et s'appuyant tout à coup du coude dans une pose prétentieuse et inspiré à l'angle d'une des vitrines, monsieur de Bougrelon ôtait de l'autre main son large toquet de loutre et d'un ton déclamatoire: « Des vieilles étoffes fanées, je suis le magnifique amant. Couleurs et modes surannées, qui dira votre enchantement? Mon âme, qui s'avive et souffre, adore les sourires las et fatigués des satins soufres, rayés de rose et de lilas. Et c'est une aventure exquise de retrouver dans un reflet tout un bleu passé de marquise fleurant la jonquille et l'œillet. Les vieux lampades au ton d'agate, lustrés sous l'ongle aigu du temps, ont la hautaine et délicate tristesse des lointains printemps. Les frais printemps de la jeunesse, avrils emportés sans retour, et dont les lys de soie épaisse s'effeuillent dans les gros de Tours. Mais pour chanter la griserie errante en ces luxes défunts, volupté savante et meurtrie de vieux baisers, d'anciens parfums,
Il faudrait sous mes doigts dociles les cordes d'un basson d'amour aux longs manches de bois des îles peints des bergères Pompadour. Et dans l'ombre aimable et dévote d'un boudoir obscur et fardé, sur des airs dansants de gavotte, moi-même en habit démodé, des vieilles étoffes fanées, j'évoquerai l'esprit charmant et le rêveur enchantement des nuances, c'est raffiné. Vieux baiser, vieux parfum, vieux lampas, lointain printemps, air dansant de gavotte, vieux saxe maniérés et fardés, luxes à jamais abolis. Oui, tout cela c'est ma jeunesse en habit démodé et fané comme je le suis moi-même. Vieux dandy, oublié dans un siècle de lucre et d'appétit grossier. Vieux fantoche réfugié au milieu des fantômes. Voilà ce que je suis, messieurs, en vérité. Il s'arrêta à court de souffle. Le phare lui coulait le long des joues. Deux minces rigoles d'eau noirâtre sur les tempes et deux autres aux commissures des lèvres, le cosmétique de ses moustaches et de ses sourcils, et cadavéreux sous son rouge et son blanc délayé, à bout de force, effondré, aveli dans les plis, apparut tout à coup trop large de sa rein grave, Monsieur de Bougrelon, plus vide et plus loque que les parures de néant exposées autour de lui, était bien, en effet, le pitoyable amant des étoffes fanées, le cavalier macabre et libertin de ce funèbre boudoir. Un vieil épouvantail à mettre dans un champ pour effrayer les oiseaux, voilà ce qu'était notre noble et majestueux guide à travers les splendeurs du musée national. Nous eûmes pitié de sa décrépitude, nous l'assîmes presque de force sur une banquette et, ayant épongé sa sueur avec nos mouchoirs, nous essayâmes de galvaniser avec des sels ce pauvre vieux cadavre, non sans la secrète angoisse de le voir se liquéfier entre nos bras. Il eût été trop affreux d'assister à son agonie dans ce boudoir de morte. Monsieur de Bougrelon était exténué. Émotion ou fatigue d'avoir tant péroré, il oscillait du buste en silence, calé pour ainsi dire entre nous deux, et, la lèvre pendante, laissait flotter un œil atone sur toutes ces vitrines, où tout à l'heure encore tant de folie et tant d'amour défunte battaient des ailes et chuchotaient ressuscités pour lui. 11 heures. Le carillon de la vieille église emplissait d'une frêle musique les longues salles du musée. Les vitrines vibrèrent. 11 heures. Mon estomac marque midi. Tonitruait tout à coup monsieur de Bougrelon comme brusquement réveillé de léthargie. Je vous amène déjeuner, messieurs. Je connais près d'ici certains cabarets de matelots où vous mangerez des huîtres de Zélande, blondes et grasses comme des filles, et de la marinade de hareng, comme on n'en fait qu'à Groningue. 1000 pardons de vous avoir alarmé avec ma syncope. J'y suis sujet quand Barbara me parle, et Barbara, j'aurais dû vous le dire, me parle toujours dans le boudoir des mortes. Vous me suivez, messieurs? Et nous emboîtâmes le pas au vieux Galantin, subitement ragaillardi, la taille la plus cambrée que jamais, comme ranimé par le froid piquant du dehors, le nez au vent. Monsieur de Bougrelon ouvrait la marche, incorrigible, et fredonnant sur un air de gavotte, des vieilles étoffes fanées, je suis le magnifique amant. Oui, messieurs, la brume de ces pays pousse à d'étranges fantaisies. Je vous ai déjà conté le cas de dame Barbara Van Mieris, il en est de plus bizarres, mais vous reprendrez de cet aigle fin.
Avez-vous jamais tâté chair de poisson pareille? Est-ce laiteux et quelle fraîcheur! On mange merveilleusement dans ce bouge à matelas, eh? Ne vous l'avais-je pas dit? Le bouge à matelot, où monsieur de Beaugrelon nous avait conduits, était une luisante et nette cabine de paquebot encastrée, on ne savait pourquoi, dans la cave en sous-sol d'un baraquement en planches du quai de la mer du Nord, tout à fait au bout de la ville, derrière la gare centrale et les docks, en face des stations de steamboats en partance pour le Zuiderzee et la Nouvelle-Hollande. Un quai tout en construction provisoire, hangars et restaurants de voyageurs aux sommaires toitures de planches goudronnées, avec, à même la chaussée, les piles de caisses et pyramides de tonneaux attendant d'être chargés, et de place en place les pontons d'embarquement et les troites avancées de leurs planchers sur pilotis, pointant dans le gris jaunâtre de la mer du Nord. Un paysage d'une infinie mélancolie, en vérité, que ce quai de l'entrepôt, aux pavés durcis par le gel, avec ses irrégulières constructions noires dans la fumée et la poussière des paquebots, et d'une mélancolie encore aggravée par la solitude des pontons et des docks, l'heure du dîner ayant vidé tous les ateliers du West-End. Au loin, se prolongeant durant des lieues et des lieues, cette mer couleur de chanvre et d'étain, mer remueuse et remuée sous une éternelle bise aigre qui la fait tour à tour grise et jaune, mais éternellement blême. À l'horizon, c'était le jardin de Toluis, aux arbres dépouillés, et le canal du Nord, long parallélogramme découpant dans les terres son immuable pâleur. 3 mois de séjour devant cette mer monotone, et l'âme avelie d'ennui est mûre pour les pires débauches, messieurs. Ce pays de brume et d'humidité prédispose à tout. La laideur des habitants y aide aussi, car, entre nous, les types rencontrés y sont d'apparence surhumaine. Courges et melons, monsieur, voilà pour les silhouettes. Quant aux teints, ils sont d'aubergines. Les chairs gercées de froid. Les Hollandais sont le peuple aux joues violettes. Chaque peuple, d'ailleurs, a la couleur d'un fruit. L'Espagne a le ton de l'orange, la fiévreuse Italie est verte comme l'olive, et la femme de France a le rose duveté des pêches. J'ai toujours, moi, considéré la femme comme un fruit. Fille des fades comparaisons de fleurs, la fleur se cueille, le fruit se mange, et monsieur de Mortimer et moi, nous avons toujours eu la fringale aux dents devant la table mise au corset des filles. D'ailleurs, il est des femmes qui, elles aussi, se découvrent tout à coup aux graisses devant la nudité des jeunes hommes. Barbara était de celles-là. Nous la connûmes, monsieur de Mortimer et moi, à Harlem, chez un vieux collectionneur de tulipes qui nous avait conviés à visiter ses plants. La Hollande est folle d'horticulture. Blanche, grasse, avec 2 melons de chair onctueuse comme du lait toujours offert à la fenêtre d'un corsage de damas broché, les hanches qu'elle avait fortes, engoncées de paniers d'étoffes lourdes et les jambes empêtrées de longues et bruissantes traînes. C'était avec ses colorettes, ses chérusques de malines et des guipures d'or, ses fils de perles autour du cou, ses ferronnières au front et ses 1001 brimborions en pendeloques de sein et d'oreilles. C'était une femme de Rubens dans toute l'acception du mot, un étalage et un étal, mais un cou à 3 plis si grassouillés et si ronds, des lobes d'oreilles si carminés et une telle transparence de teint avec, entre le rose humide des lèvres, des petites dents d'une telle nacre qu'on eût voulu manger cette femme, à la cueillir comme un sorbet, messieurs.
Elle était savoureuse et glacée, ou du moins paraissait-elle. Veuve d'un grand armateur de Rotterdam et longtemps entretenue, disait-on, par un prince de la maison d'Orange, elle habitait au bord d'un canal, un somptueux logis fait de 3 maisons à pignons et meublé avec le luxe pesant et le faste solide des intérieurs de ce pays. Elle voulut bien nous en faire les honneurs, mais aux entreprises de monsieur de Mortimer, cabriolait ce lait d'amande parfumé au whisky, car les d'amandes et whisky c'était là toute sa chair, cette Barbara vraiment barbare opposa toujours une ferme résistance, ferme comme ses seins qui étaient des bastions. Ce cher Edgar en fut pour ses avances et moi pour les miennes, et nous ne connûmes jamais le baiser de neige de ses lèvres pourprées, car cette damnée hollandaise avait une haleine de givre, messieurs. Quand on la respirait, c'était une haie d'églantiers de montagne à mi-flanc d'un glacier. Ah, cette Hollandaise-là ne sentait point le marécage. Mais M. de Mortimer et moi nous en fûmes auprès d'elle pour notre courte honte, et courte est une antithèse hardie, messieurs, car notre désirance était grande. Nous demeurâmes 2 ans sans nous expliquer l'énigme de cette chasteté. Barbara n'avait point d'amant, et si son cœur eût dû se décider, son choix serait tombé, elle nous l'avait dit, sur Mortimer ou moi, car elle nous goûtait fort l'un et l'autre. Exaspérant mystère que ce sorbet qui ne fondait point, l'insulte irritante, hautaine de la neige qui ne fond pas, celle de la cime lointaine, restait inaccessible au pas. Mystère de candeur et de sensualité dont nous surprîmes un jour la clef en pénétrant les secrets de sa baignoire, cette âme de neige se durcissait au feu des désirs et, pour garder sa rigidité, se cuisait à la fournaise de la plus formidable luxure, la luxure d'un nègre. Dame Barbara Van Mieris se baignait tous les matins devant un colossal éthiopien. Par un raffinement de cruauté charnelle, cette ogresse blanche, c'en était une, avait attaché à son service intime cet Africain monumental, messieurs. Oui, ce nègre géant incendiait pour elle des plus effrénés désirs. Elle se faisait lasser et chausser par lui. C'était lui qui la sortait du bain, l'épongeait dans ses peignoirs de duvet et de cygne, mais prudemment caleçonné de cuir, le caleçon du martyr, messieurs, où cet homme se consumait captif, son désir effroyable gainé dans une geôle. C'est dans l'atmosphère de la plus torturante luxure que cette blonde et grasse hollandaise s'épanouissait et se fortifiait elle-même contre nos entreprises. Elle vivait avide d'émotions, dans la perpétuelle angoisse d'un viol et se plaisait à en constater l'éternelle menace. Ce naïf enfant du désert, avec sa convoitise toujours allumée et toujours brandie sur elle comme un tison, était bien la statue noire de l'insatiable convoitise. Statue de bronze, messieurs, dont chacun de ses regards, chacun de ses gestes faisait vibrer le métal et dont elle avait fait le battant de cloche de sa tour d'ivoire, la tour d'ivoire où elle vivait enfermée, gardée par ce désir contre les nôtres, monstrueux pendule de l'horloge de sa chasteté. Hypothétique luxure, messieurs, comme seule en produit l'atmosphère de songe et de brume de ces pays nébuleux. D'ailleurs, ce perpétuel attentat à une pudeur inaccessible et offerte se dénoua par un crime. Cet incessant supplice de Tantale affola tellement le nègre tenté qu'un soir, le fauve se réveilla rugissant dans l'enfant du désert. On ne joue pas impunément avec les tigres. Dame Barbara Van Mieris fut trouvée un matin
étranglée. Dans sa baignoire, messieurs, avec une énorme plaie béante au cou et un des seins mordus, déchiqueté, mi-dévoré, sanglant. Le nègre enragé de Ruth l'avait traité comme un fruit. Puis le coupable s'était enfui, mais le cadavre intact, vous me comprenez, quoique mutilé, n'était pas la seule victime. L'Éthiopien, avant de tuer sa belle maîtresse, avait de ses mains meurtrières étranglé Lara et la guenon favorite de dame Barbara, deux animaux charmants, la guenon surtout, presque humaine de laideur et de minauderie, et qui, dressée comme la plus ménagée des suivantes, faisait auprès de la blonde hollandaise le service de camériste. Paquita était son nom, car cette singesse était un personnage, messieurs, et attifée tantôt de satin jaune, tantôt de moire orange et de velours aurore, la taille guêpée dans des corsages en échelle, avec des engageantes aux coudes comme une marquise du siècle dernier, cette guenon déployait, par les appartements, des grâces et des coquetteries de femmes dont Mortimer et moi fûmes souvent troublés, et divinement fardés avec cela, du rouge aux pommettes, du col autour des yeux. C'était pour Barbara plus qu'une poupée, une enfant, une amie, le petit cœur passionnément chéri de cette Hollandaise vraiment extraordinaire, qui semblait préférer le noir au blanc et l'animal à l'homme, tempérament de glace aux désirs anormaux. Mais pourquoi insisterais-je davantage? Vous m'avez compris, messieurs. Pourquoi le nègre étrangla cette guenon? La calomnie n'osa même pas prononcer le mot que nous avons tous chuchoté. Le perroquet, un arabe blanc aux ailes tachées de rose, au bec doré à l'or moulu. Cette Barbara avait des raffinements de luxe inconcevables, avait l'équivoque manie de becqueter les lèvres de sa dame et ne voulait manger que dans sa bouche. On l'avait dressée à cela. Paquita, elle, coiffée et décoiffée, soir et matin à la hollandaise. La jalousie arma la main du nègre. Je n'en dirai pas plus. Nous devons le respect aux morts, et j'ai, durant 5 ans, aimé d'amour cette folle Barbara. De la confiture de gingembre, messieurs. Elle est incomparable dans toute la Hollande. Elle vient ici directement de Java. Monsieur de Beaugrelon, nonchalamment renversé sur sa chaise, avait tiré des profondeurs de sa ringrave une boîte à poudre, des cosmétiques, un peigne et un miroir de poche en argent, ciselé d'un curieux travail, ma foi, avec ça et là, sertis dans le métal, des topazes roses et des pierres de lune. Assez joli ce miroir, n'est-ce pas? Avec sa monture lunaire, mais lunaire dans le crépuscule. Ces topazes roses et ces sélénites, n'est-ce pas le lever de Diane dans le soleil couchant? Il me vient de Barbara, messieurs. C'était le miroir de sa guenon. Et sans daigner remarquer le fou rire dont nous pouffions à ce rapprochement, le vieux beau imperturbable poudrait sa face de cadavre, avivé de rouge les narines pincées de son nez en bec d'aigle, ses lèvres sèches et minces, le parchemin de ses pommettes poissées de cosmétiques, les pointes raides de ses moustaches ravitées au crayon et ses sourcils, et les poches de ses yeux sans cils replâtraient son vieux visage en ruine, ravitaillé d'onguents sa séculaire beauté. Dehors, c'était le froid et le gel, le ciel en vitre dépoli de la brumeuse Hollande, les vagues couleurs de chanvre et celles couleurs d'étain de la rumueuse mer du Nord. Hypothétique luxure, messieurs, hypothétique luxure! Elle est bien flamande et spéciale à ces âmes du Nord, cette effervescence du rude cérébral, égarant l'instinct et franchissant l'au-delà de l'espèce et du sexe. La Hollande n'en a pas le monopole.
La Belgique en est ravagée, messieurs, et sans m'appesantir sur la peinture orgiaque de l'école d'Anvers et la paillardise des kermesses de Teniers que j'oublie donc, il n'y a pas jusqu'à cette Bruges la sainte, Bruges, cette chasse d'ivoire et d'or, mirant dans les teints de ses canaux ces précieuses enluminures de Vannique et de Memling. Il n'y a pas jusqu'à Bruges, Bruges que l'on dit morte et qui n'est qu'endormie, où se dorlote, émaillotée de linge mystique, la plus titaillante Priapée, celle des Béguines. Avez-vous visité Bruges? Dortoir de nonnes, messieurs, et de nonnes de bronze, que ce beffroi bourdonnant d'oraison. Les carillons, ce sont leurs litanies à ces pucelles agenouillées, même silencieuses, ce sont des urnes murmurantes de rêves, car ce sont des âmes, messieurs. Elles ont été baptisées, et le carillonneur qui met leur troupe en branle et fait jaillir l'oraison de leur chair de métal est leur confesseur, et jamais leur amant. Eh bien, à Bruges-la-Sainte, il s'est trouvé un homme, un Belge, un Flamand, pour désirer et requérir d'amour le bronze des cloches. Le fait est historique, messieurs. À Bruges, on nous a dit son nom, cas sans précédent d'hypothique luxure et dont s'inspirera peut-être un romancier de l'avenir, ce Borluhut, car son nom maintenant me revient. Aimez ces cloches comme des filles de joie, messieurs, et prenez à les brimballer la même sensuelle et sexuelle volupté que vous, ou moi besogner des gourges si bien que cette tour de beffroi de Bruges était devenue un vase de luxure, messieurs, et que les carillons de ces cloches coupables, toutes frémissantes de rut et désir, avaient fini par corrompre la ville, et, comme le disait monsieur de Mortimer, ce n'est pas Boruluhut, mais Horut, qu'eût dû se nommer ce hardi chevaucheur de croupe d'airain. Cette histoire, messieurs, ne sera pas, à vos yeux, une excuse, mais vous facilitera, du moins, la compréhension de l'étrange aventure où nous nous laissâmes glisser ici même en Hollande, monsieur de Mortimer et moi. Nous n'aimâmes point les cloches, non, mais notre luxure, pour hypothétique qu'elle fût, vous semblera peut-être pire. Vous jugerez, quand vous m'aurez entendu, à quelle extrémité peuvent descendre ou monter deux âmes magnanimes délabrées par l'ennui féroce, l'ennui mordant comme un acide, l'ennui, cercle de plomb que met aux tempes l'éternelle pesée de ce morne ciel gris. Oui, la brume de ces Hollandes pousse en vérité à des fantaisies bizarres. Et retroussant sa roide moustache teinte avec un joli geste, nonchalant et fier de mousquetaire du roi, je vous ai déjà dit, messieurs, combien cette Barbara Vamieris nous était chère, blanche, grasse et blonde du blond argenté des infantes d'Espagne ou des épagnols de race, cette femme divine joignait à tant d'autres charmes l'incomparable attrait de deux liquides yeux verts, non pas du vert de l'émeraude, non, mais du vert de l'absinthe et d'une absinthe battue, le vert laiteux et transparent des péridot. Ces yeux-là, qui les a pas connus ignore la couleur des filtres. C'était un filtre, messieurs, et un filtre noir, un filtre des ténèbres, le regard d'Astarté, l'œil de la luxure même, celui que j'ai souvent vu luire en rêve dans la prunelle du plâtre de l'Antinoüs. Cette Barbara, nous l'avions adorée vivante. C'est vous dire si nous l'idolâtrions morte. Par les froides journées d'hiver, quand monsieur de Mortimer et moi promenions l'incurable ennui de notre exil le long des canaux gelés ou ceux des quais déserts, il voltigeait devant nous, comme des feux follets nostalgiques, ses yeux d'eau transparente et glauque de la plus désirable hollandaise. Or, un matin de janvier,
pour tenter de distraire notre mélancolie, nous avions décidé, Mortimer et moi, d'aller rayer de nos patins de la glace prise aux îles Marken. À ce propos, il vous faudra, messieurs, aller visiter cette île. Le costume des femmes y est savoureux. Vous aimerez comme moi ces courtes jupes de drap écarlate et ces jambes de Diane en housseau, et avec cela des antennes d'or pointant de dessous la coiffe en auréole. Une coiffure épique, messieurs, mi-japonaise, mi-flamande, et qui vous gonflera le foie de ravissement. Cornettes de béguine et casques de samouraï. Ces pêcheuses de l'île Marken sont autant de petites Salomé avec leurs cotillons courts et leurs miroitants diadèmes, rouges comme des pommes d'api avec cela, messieurs. Le téton dur et des yeux d'eau salée. Ah, cette île a du bon. Je ne plains pas ces pêcheurs. Nous errions donc, monsieur Mortimer et moi, sur les quais de Monnickendam. Monnickendam, c'est le port d'embarquement pour Marken. Nous y avions déjeuné d'une brandade de morue et d'une outarde au beurre d'anchois, culinaire renommée de ce pays, et nous rôdions un peu désappointés le long des quais. Je vous l'ai dit, à cause des lourds glaçons qui flottaient dans le port. Nous avions cru pouvoir gagner Marken en patinant. Erreur, messieurs. La glace n'était pas assez prise, et la mer, cependant, charriait de telles banquises qu'il eût été folie d'y risquer une barque. D'ailleurs, pas un pêcheur n'eût prêté son bateau. C'était donc partie remise, et en vrai français que nous étions, nous boudions, et avec quelle mine refrogniez ce malencontreux hasard, quand tout à coup les yeux d'eau verte de Barbara s'allumèrent devant nous. Ses yeux, c'étaient ses yeux, et nous n'étions pas gris de squidam, il n'était que 2 heures, et les yeux nous fixaient. Mieux, ils nous souriaient et nous défiaient. Messieurs, et ces yeux, vous frémirez quand je vous l'aurai dit, ces yeux étaient ceux d'un chien, d'un affreux chien des rues, d'un caniche blanc souillé de suie et de charbon. Ce n'était même pas un épagnol, un délicieux King Charles comme on a peint Lancière, une de ces délicieuses bestioles de luxe tout en mèche de soie blonde argentée, ce blond argenté dont Barbara vivante portait dans ses cheveux la nuance d'argent blond. C'était un mot piteux et sordide caniche. Mais sous ses poils émelés, c'était l'aimant de 2 liquides yeux verts, d'un vert si glauque et si phosphorescent que, sans nous dire un mot, monsieur de Mortimer et moi échangeâmes un regard. Quel regard! Et qu'effaré le caniche aux yeux verts détala brusquement. Nous le suivîmes. Il filait devant nous, penaud, la queue entre ses jambes. Nous le suivîmes, nous le poursuivîmes même. Oh, la brume de ces Hollandes et sa délétère influence sur des âmes d'exil. Nous forçâmes la bête en dehors des faubourgs. Je me sens l'âme d'un nègre, me dit alors monsieur de Mortemer. Parbleu, je le voyais bien. Le caniche épeuré attachait sur nous 2 grands yeux suppliants. Malheureusement, ils étaient d'un vert de jeune pousse, d'un vert d'amande et de roseau. Nous conduisîmes l'infortunée bestiole chez un coiffeur, messieurs, qui la savonna, la baigna, la parfuma, à la bergamote, à l'eau de Portugal, et, après maint shampooing, une bagatelle de 10 florins, nous livra, frisée et fleurant les 1000 fleurs, la plus délicieuse caniche blanche, car c'était heureusement une chienne, qui put rêver pour son coussin de pied une duchesse paresse peinte par Gainsborough. Monsieur de Mortimer, enthousiasmé, lui acheta immédiatement un collier de turquoises et l'appela Barbara. C'est sa fureur que je porte, éclatait tout à coup monsieur de Bourgrelon, en se levant avec violence, mais sa fureur teinte en noir et signe de deuil,
car je ne vous cacherai pas que Barbara eut une fin sanglante. Ce nom la prédestinait. Barbara fut assassinée, et par jalousie comme l'autre. Assassinée, elle devait l'être, monsieur de Mortimer fut son nègre. Il avait trop souffert par celle dont elle imposait le souvenir. Le présent vengea le passé. Un jour, il ne put supporter plus longtemps l'obsédante illusion de ses yeux. Il égorgea l'infortuné caniche, infortuné et innocent. De sa fureur ensanglantée, j'ai fait faire ce manchon, messieurs. Préalablement teint en noir, j'avais songé quelque temps à jeter négligemment dans ces longues mèches sombres de périto, deux émeraudes pâles qui m'eussent rappelé son regard, mais c'eût été une trop funèbre luxure. Et puis, d'ailleurs, son regard phosphorescent et trouble, cette prunelle diaboliquement verte, ce filtre nostalgique et glauque, je l'ai retrouvé depuis dans l'âme d'Atala. Nous avions affaire à un fou. Cette fois, monsieur de Bougrelon outrepassait la mesure. Monsieur de Bougrelon abusait. Il n'en dit pas plus long ce jour-là. Notre hôte se levait, nous étions déjà depuis 5 heures à table, et dans la brume les rares réverbères commençaient à s'allumer le long des quais. C'était l'heure où la dame de la noblesse, qui lui voulait du bien, attendait le vieux proscrit d'Avranches. Il dînait tous les soirs chez cette dame de beauté, et lui faisait sa partie d'ombre. À cette fidèle amie des mauvais jours appartenaient toutes les soirées du vieux gentilhomme. Monsieur de Bougrelon se levait donc, coiffait sa toque, remontait le col de sa reine grave, et, avec un hautain salut du bout des doigts, prenait congé de nous. Suivant son habitude, il nous laissait le soin de solder la dépense. Sur le seuil, « Vous ne me verrez pas demain, messieurs. J'aurai le regret de vous fausser compagnie. Demain, je serai tout à mes dévotions. J'assisterai à l'office et aux vêpres, et dans la chapelle particulière de la dame hollandaise qui me prend tous mes soirs, car demain, c'est dimanche. À lundi donc, messieurs. » Et comme un fantôme vertigineux et macabre, cet homme extraordinaire pirouettait sur lui-même et pouf, s'évaporait dans les ténèbres du grand quai désert. Cela tenait du prodige. On l'aurait cru tomber dans la nuit. Le lendemain fut assez morne. Oh, la tristesse des dimanches à l'étranger. Nous retournâmes au musée, visitâmes la collection Fodor, dont le nom suranné fut la seule chose en vérité qui nous en plut, et vers les 5 heures, comme nous déambulions à travers les ruelles étroites et populeuses du Sidec, le quartier de la Marine, amusés par les bouges dont les vitres de corne s'allument une à la tombée de la nuit au tournant d'une de ces rues, nous crûmes apercevoir, s'esquivant, précautionneuse et sournoise, la redingote verdâtre de notre guide. Ah, ce n'était plus la belle allure impertinente et cabrée du Bougrelon que nous connaissions. Il n'avait rien du grand premier rôle, rien du capitan de l'avant-veille, le pauvre vieux à la démarche glissante et furtive, à la tête enfoncée dans les épaules, qui hâtait le pas et longeait les murailles comme rapetissé pour ne pas être vu. Non, ce ne pouvait être lui. La silhouette entrevue portait sous son bras un vague paquet enveloppé d'une housse, paquet oblong comme en portent les musiciens qui vont jouer en ville. Un long manche d'instruments, violon ou guitare, pointait en dehors du paquet. De plus, l'homme n'était pas seul. Une vieille femme, emmitouflée dans un grand châle, se traînait sur ses pas, péniblement courbée sur le poids d'une harpe. C'était un pauvre couple de musiciens ambulants. Nous avions fait horreur, évidemment. D'ailleurs, l'homme et la femme s'étaient presque aussitôt enfoncés dans le mur. À peine apparus, ils s'étaient évanouis comme tombés dans un soupirail de cave.
et nous eûmes le sursaut d'un nouveau soupçon à cette brusque disparition, à cet évanouissement fantomatique si pareil aux sorties comme de spectres de monsieur de Bougrelon. Mais il est de plus étranges ressemblances, de plus impressionnantes rencontres, et nous continuâmes notre dolente tournée dans les bouges du Sidec, amusés de notre méprise, intrigués même un peu d'une hypothèse dont la réalité ne nous eût pas déplu. Fin du chapitre 3.